Route, François Vauressoux autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Route, votre parti pris politique ce soir. Secret de la confession, les victimes d'abord. Vous nous expliquez. Oui, alors je voudrais qu'on commence par regarder ces images. Cette unanimité rare et cette émotion partagée hier à l'Assemblée nationale lorsque la proposition de loi sur la protection des enfants a été adoptée. On va écouter. Pour 187 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Voilà, c'est une proposition qui est née de la commission Betaram et qui a évidemment une actualité particulière avec le scandale du périscolaire parisien, notamment aujourd'hui. Elle a comme mesure principale la vérification des antécédents judiciaires des adultes au contact des enfants, qui sera un peu appelé le certificat d'honorabilité. Bon, alors si elle a pu être adoptée, comme vous l'avez vu, dans cette unanimité si rare, c'est aussi parce que les auteurs de la proposition ont renoncé à une mesure très controversée. C'était l'article 9. Il proposait que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violence sur mineurs, y compris s'ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et préciser aucun secret de la confession ne saurait s'y opposer. On va écouter Violette Spilbou qui explique pourquoi elle a accepté de renoncer à cet article-là. C'est une loi très importante. Nous pouvons la voter dans les deux chambres avant la rentrée scolaire pour que l'honorabilité soit effective partout. À ce titre-là, j'ai décidé de vous proposer un avis favorable à l'amendement de suppression. Pour moi, si j'y suis favorable, un vote de raison. Je vous invite à être tous raisonnables, chers collègues, quelles que soient vos convictions. Voilà, il ne s'agit plus donc de supprimer il s'agit donc de ne plus inclure dans cette loi le secret de la confession. Une remise en cause du secret de la confession. Donc on comprend qu'elle était favorable, Violette Spilbou. C'était dans la proposition. C'était dans la proposition de loi, mais qu'elle accepte d'y renoncer pour avoir une unanimité ou un vote favorable. De quoi s'agissait-il ? En fait, l'objectif n'était pas de supprimer le secret de la confession pour tous les sujets, l'adultère, le vol, mais de créer une exception concernant les violences sur mineurs. Et selon les promoteurs du texte, un prêtre qui apprend en confession ou dans l'exercice de son ministère des faits sur violence sur un enfant ne pourrait plus invoquer le secret de la confession pour s'abstenir de signaler ces faits. Et c'est Éric Dupond-Moretti, quand il était garde des Sceaux, qui, avec Darius Rochebin, a été le plus vigoureux dans ce domaine. Il n'y a pas d'autre loi que celle de la République dans la République. Si un prêtre reçoit, dans le cadre de la confession, c'est le gamin qui dit au prêtre « Je suis victime en ce moment, tous les mercredis, d'un viol de la part d'eux ». Alors, il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits. Voilà, alors immédiatement, et depuis 2021, donc ce débat il dure depuis 5 ans, les évêques français se sont fortement opposés, estimant que ça portait atteinte à la liberté du culte et au caractère inviolable du secret sacramentel. Ils affirment aussi que les lois de la République protègent la confession au même titre que les autres secrets professionnels, comme celui des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes. Et ils considèrent aussi que si cette mesure était adoptée, il y aurait une rupture de la séparation de l'Église et de l'État. Il y aurait une forme d'intervention de l'État dans l'organisation du culte, ce qui n'est pas prévu, ce qui est même interdit, entre guillemets, par la loi de 1905. Du côté des défenseurs de cette mesure, marquée comme nous par tous les scandales de pédophilie, il y avait une règle et une seule. La protection des enfants prime sur la confidentialité et aucun cadre religieux ne devait empêcher un danger ou une récidive sur des mineurs. Rien n'est plus fort que la loi de la République. Vous avez entendu Éric Dupond-Moretti et d'autres le disaient. Et pour appuyer ce raisonnement, il disait simplement que dans d'autres secrets professionnels, il y avait déjà des exceptions. Et notamment lorsqu'il s'agissait de protéger les mineurs en danger. Un médecin, un instituteur, un éducateur ou d'autres types de professions soumis au secret professionnel ont l'obligation de signaler les violences aujourd'hui, et pourquoi pas un prêtre. Alors, ce débat, il a été tranché hier soir. En tout cas, c'est un débat philosophique tout à fait passionnant parce qu'il met en jeu à la fois deux principes constitutionnels très forts,
la protection des mineurs et la liberté du culte. Et ce sont deux principes extrêmement puissants et ils rentraient un peu en opposition. Il a buté sur deux réalités, parce que si cette mesure était adoptée, elle aurait fait l'objet de recours sans fin jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, sans certitude de gagner pour un camp ou pour un autre, mais ça aurait pris beaucoup de temps. Et puis l'Église a aussi argué qu'il aurait été difficile de démontrer qu'un prêtre n'avait pas dénoncé un prédateur, parce que comment vous faites pour vérifier que quelqu'un s'est confié, que le prêtre a entendu, qu'il ne l'a pas dit. Bon, c'est assez compliqué, et que en plus la rupture de confiance aurait été contre-productive. Vous dites, il y a plus de secret de la confession, il y a plus de confession. Il y aura plus la confession. C'est peut-être l'argument principal. Il y a plus de l'argument de fond. Il y a peut-être plus de gens qui auraient confessé ce type de choses. Alors, certains juristes catholiques ont aussi rappelé qu'il y avait une lettre apostolique du pape François qui avait créé un nouveau délit d'entrave aux enquêtes, et que dissimuler désormais des informations ou fausser une enquête, y compris administrative, civile ou pénale, relative à des abus sexuels, était un délit, et que le secret pontifical ne s'imposait plus aux victimes attestées. Pourtant, franchement, pour finir, je pense que cette question ne peut pas être enterrée très longtemps. Je pense que du côté de nombreuses familles, il y a une demande de vérité qui s'adresse à tous les confidents de toutes les religions et de toutes les situations possibles, pour qu'ils fournissent le maximum d'efforts sur la protection des enfants. Je pense à Alain Esquer, qui a reçu 200 plaintes sur Betharam, qui a eu un goût d'inachevé avec cette loi d'hier soir. Et j'étais frappée d'entendre le jeune Louis Sarkozy. Il a dit hier, il est issu d'une famille très catholique, il a dénoncé l'échec de l'Église sur le secret de la confession, et il a dit: le secret de la confession est devenu le secret de l'impunité, aucun sacrement ne vaut l'innocence d'un enfant, la République protège ses enfants ou ne protège pas du tout. Donc l'unanimité a prévalu hier, tant mieux, mais cela n'exonère aucune religion, aucune institution, aucune structure politique, aucun individu de faire un examen de conscience et de le placer au-dessus de tout, la protection de l'enfant. François ? C'est un débat passionnant. Pour être franc, je m'exprime avec précaution parce que je n'y avais jamais réfléchi. Donc vous me faites réfléchir sur un sujet neuf. Je pense que c'est une erreur de considérer le secret de la confession comme un secret professionnel. Il s'agit d'un secret d'une autre nature, parce que la confession vous fait parler, à travers le prêtre, à Dieu. Et que Dieu ne peut pas dénoncer quiconque à la justice des hommes, parce que Dieu est la justice. Et de ce point de vue, je pense que la position de Mme Spilbou est la bonne. C'est-à-dire que, au fond, pour des raisons tactiques, elle dit on le retire, et il faudra en discuter de façon plus approfondie avec les représentants de la religion eux-mêmes. Je pense Bien sûr. Il faut que ce soit un accord, il faut que ce soit un consensus, c'est évident. Abnouz ? J'avoue que depuis ce matin, je réfléchis. Étant très fan de séries policières, particulièrement américaines, où il y a souvent, régulièrement un prêtre qui reçoit une confession et qui ne peut pas en parler, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps, et c'est compliqué. C'est vraiment, et ça ne se résout pas en une soirée. François, votre parti pris économique, on a souvent vu dans l'histoire économique des très grandes fortunes. Mais là, vous dites qu'avec les introductions en bourse de deux grandes entreprises, en particulier Anthropic, SpaceX, on change complètement de planète. David, le mois de juin 2026 va être le mois des introductions en bourse les plus importantes de tous les temps. Il y a SpaceX. De tous les temps. SpaceX, vous l'avez dit, qui est la société fondée par Elon Musk, qui fait des lanceurs spatiaux de façon à placer des satellites en basse orbite, et qui est le numéro 1 mondial, qui s'introduit en bourse sur la base d'une valorisation de 1750 milliards de dollars. Vous avez Anthropic, qui promeut et développe le modèle Claude, qui, elle, ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence artificielle. Elle s'introduit sur une valeur de plus de 1000 milliards, semble-t-il. Vous aurez également OpenAI, qui fabrique ChatGPT. Et puis vous avez aujourd'hui même Google qui a déclaré lancer une augmentation de capital de 80 milliards de dollars. Si on suit Goldman Sachs, il y en aurait pour 250 milliards de dollars dans les semaines qui viennent. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le dernier pic d'introduction en bourse, il correspondait à la fin de la bulle Internet. C'était en 1999, on était à 57 milliards de dollars. 57, 250. Alors évidemment, c'est pas les mêmes dollars, l'inflation
a fait son rôle depuis, mais pour autant ça donne bien la mesure de cette bulle extraordinaire que nous connaissons. Alors, Une bulle. Une bulle. Et si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est que toujours, c'est une loi qui n'est jamais démentie, le krach commence à la suite du pic de l'introduction en bourse. C'est comme ça que le krach de l'Internet a commencé, c'était en 1999, le krach a eu lieu en mai 2000. Vous pensez qu'on surestime l'impact économique de l'intelligence artificielle ou Oui, SpaceX, c'est un peu autre chose, mais il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est une bulle qui correspond d'ailleurs à cette débauche d'investissement dans les data centers. Plus de 1000 milliards ont été annoncés. On en a encore entendu parler hier soir avec Choose France, parce que c'est typique de l'arrivée d'une nouvelle technologie où on surestime les bénéfices de court terme. En général, le krach intervient. Il est possible, il est probable que la correction soit là dans les semaines qui viennent. Pour autant, est-ce la fin de l'intelligence artificielle ? Absolument pas. Au contraire. comme Internet. Comme Internet, les choses sérieuses commencent au moment du krach. C'est-à-dire, c'est en 2000 qu'on a commencé à investir vraiment, et l'Internet, 25 ans plus tard, a changé nos vies. Il a changé l'économie. Et évidemment, il en sera de même avec l'intelligence artificielle, mais probablement avec un rythme un petit peu différent de celui qu'on imagine aujourd'hui. Et entre-temps, quelques épargnants un peu naïfs auront probablement été plumés. Repensons à ce qu'on disait quand Rockefeller était la première grande fortune du monde. Si on ramène les proportions, c'est vrai qu'on est dans de toute autre dimension. Abnous, votre parti pris international, l'UNESCO et le carnaval des hypocrites. De quoi parlez-vous ? Ouais, et encore, je suis polie. Alors, il y a des séquences comme ça qui résument à elles seules l'hypocrisie du système international. Hier, à l'UNESCO, à Paris, on a organisé une conférence autour du cylindre de Cyrus le Grand. Alors, le cylindre de Cyrus le Grand, il date de 539 avant Jésus-Christ. Il a été découvert sur le site de Babylone, donc l'actuel Irak, en 1879, et il est depuis conservé au British Museum. Il a été rédigé après que Cyrus le Grand ait libéré les Juifs de Babylone et leur a proposé, d'où le décret, soit de vivre où il voulait en Mésopotamie, en Perse, soit de retourner dans le royaume de Jérusalem ou de Judée, ou et financer la construction du second temple qui avait été, le premier ayant été détruit. Alors on le considère comme l'un des premiers textes de tolérance au monde, de coexistence, de respect des cultures, de respect des peuples. Imaginez Cyrus le Grand, la Perse antique, l'idée d'un pouvoir qui ne détruit pas la culture des victimes, mais les valorise. C'est un sujet taillé sur mesure pour l'UNESCO. Jusque-là, tout va bien. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de parti pris ? Seulement, voilà, dans la salle... Personne ne se dit jamais ça. Mais non, j'arrive. Mais seulement, voilà, dans la salle, au premier rang, vous voyez les photos, se trouvait le représentant de la monarchie, plus précisément l'ambassadeur permanent donc de la République islamique d'Iran pour l'UNESCO, le docteur Ahmad Pakatchi. En résumé, la monarchie est invitée par l'UNESCO à Paris pour venir parler de tolérance. Si vous voulez, je répète, c'est tellement délirant que je ne sais pas. Alors, je vous rappelle que la monarchie, c'est un régime qui pend à tour de bras, qui vient parler de droits humains, un régime qui emprisonne les opposants à les tortures, qui vient parler de liberté, un régime qui tire sur sa jeunesse et pas seulement sur toute sa population, qui coupe Internet, là on est à 88 jours, c'est coupé, qui transforme tous des accords en trahison, tout opposant en ennemi de Dieu, qui vient se draper dans Cyrus le Grand, qui représente justement tout ce que le régime déteste, la Perse pré-islamique, impériale, multiple, l'Iran avant la prison idéologique. C'est quand même extraordinaire. Pendant des décennies, d'ailleurs, les mollahs, depuis 1979, ils ont méprisé cet héritage. Et puis aujourd'hui, je trouve que ça les arrange. Ça les arrange de se déguiser en Cyrus. Et pourquoi ? Parce que ils ont trouvé la bonne méthode. Vous savez, ils ont compris comment ça fonctionnait. Ils se sont rendus compte que les organisations internationales étaient devenues des blanchisseries diplomatiques. Vous arrivez avec du sang sur les mains, vous repartez avec un badge UNESCO, une photo officielle et les mots magiques, diversité, paix, dialogue, patrimoine commun de l'humanité. Personne ne vous demande ce qui se passe derrière les murs de la terrible prison d'Evin. Personne ne vous demande de justifier les exécutions quotidiennes. Non, on vous demande très poliment de parler, je cite, de coexistence des civilisations. C'était le thème, j'adore. Et l'UNESCO dans tout ça, l'UNESCO se présente comme, vous savez, la maison de la culture, de l'éducation, des lumières, un endroit super, Mais elle accepte que des régimes autoritaires s'y mettent en scène comme gardiens de l'humanisme. Et il est là, pour moi, le grand scandale.
On me répondra que ce sont des États membres, qu'il faut dialoguer. D'accord, mais dialoguer ne veut pas dire donner un vernis à des assassins qui parlent de droits humains sur la scène internationale pendant qu'ils les enterrent chez eux. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est ce que j'appelle le carnaval des faux culs. Allons-y franchement. Les pires régimes autocratiques qui enfilent dialogue, paix, tolérance, droits humains, comme on enfile un masque pour aller au bal. Et visiblement, il y a beaucoup de bals organisés par l'ONU, l'UNESCO étant une émanation de l'ONU. Et c'est merveilleux en soi de parler du cylindre de Cyrus. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'en avaient jamais entendu parler et qui vont aller chercher sur Internet et voir à quoi ça ressemblait. C'est un très bel objet. Mais c'est pas la monarchie qu'il fallait inviter pour parler de ça. Il fallait inviter les opposants au régime. Il fallait inviter les minorités ethniques et religieuses, les minorités sexuelles, tous ceux qui sont persécutés en Iran. Je pense qu'on a pléthore de réfugiés politiques en Europe qui auraient adoré venir parler de ce que représente pour eux et ce que pourrait représenter pour eux dans l'avenir le cylindre de Darius. Sinon, c'est une mascarade et c'est à ça qu'a joué hier l'UNESCO à Paris. Et dans cette mascarade, les organisations internationales ne défendent plus les droits humains, mais leur servent juste de décor en carton-pâte. Le coup de gueule. Le coup de gueule d'Abnous. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.